Bonjour groupe, Jean-François Sénéchal, votre prof. Comment ça va cette semaine? Bienvenue à votre podcast préféré d'accompagnement de cours universitaires. D'ailleurs, salutations à Maya Quentin qui écoute les podcasts en faisant le ménage. Ah oui, pourquoi pas, hein, rendre l'utile à l'agréable, c'est à vous de voir qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui est agréable dans tout ça. Puis, votre examen, comment ça s'est passé, votre examen de mi-session? J'espère que ça vous a pas trop donné de maux de tête, pas trop de problèmes techniques. En tout cas, j'ai reçu très peu de... En fait, je n'ai pas reçu du tout de courriel avec des points d'exclamation. Non, c'est pas vrai. J'ai eu un courriel où il y avait eu un petit problème technique, mais ça s'est réglé aisément. Faites-moi signe sur cet examen. J'hésite encore là, à redonner un examen à distance. Je pense que c'est pour vous former, puis j'essaie de vous rendre le tout le plus simple. Mais c'est ça, maintenant à distance, avec les outils, les LLM de ce monde, ça devient de plus en plus difficile là, de valider à distance que vous avez des connaissances dans votre tête et non pas simplement accès à des outils qui vous produisent des connaissances. Ça reste à redécouvrir ou à recadrer, je dirais, tout ça. Content, néanmoins, que pour vous, vous ayez pu bénéficier d'un cours à distance. Mais bon, je parle à voix haute en ce moment, là, parce que je réfléchis plutôt à voix haute, parce que ce genre d'examen à distance, là, je pense que dans le contexte, ça achève. Enjoy! J'espère que vous avez apprécié. Reste la correction de l'examen. La correction de l'examen, c'est Nicolas qui a le mandat de corriger tout ça. C'est mon auxiliaire, Nicolas Bissemi, qui va vous corriger tout ça. Je lui ai donné, je dirais, 2 semaines là, dans mes attentes formulées. Là, j'ai dit d'ici 2 semaines, ce serait le fun que les étudiants puissent savoir ce qu'il en est de cet examen de mi-session. Puis actuellement, Nicolas respecte ce genre d'échéancier. S'il y a un problème, je vous ferai signe, mais ça devrait bientôt, vous devriez bientôt avoir vos résultats dans 2 semaines, donc 10 jours ouvrables. OK, le module 8 cette semaine, ça avance, hein. On est déjà rendu au module 8. De quoi allons-nous parler dans ce module 8 et qu'est-ce que qu'est-ce que vous devez faire cette semaine pour réussir ce module 8? Déjà, je vous préciserai que c'est un module qui est très important, donc on va quitter un petit peu le professionnalisme dans la réflexion un petit peu plus générale sur tout ça. Je vous ai raconté l'histoire, on a parlé de la grille, on a parlé du système professionnel, on a fait une réflexion plutôt philosophique et légale sur les concepts de jugement, responsabilité. Là, ce qu'on va faire dans ce module, c'est qu'on va sauter dans un vrai problème, un archétype de problème éthique, un dilemme on ne peut plus classique. Cette semaine, ce qu'on va voir, c'est le conflit de loyauté multiples, donc plusieurs loyautés, et ces loyautés sont en conflit. Il y a plusieurs autres noms dans la littérature. Vous allez voir le problème des doubles chapeaux. J'ai 2 chapeaux et les 2 chapeaux ont de la difficulté à tenir sur une seule tête. Le conflit de statut, ce qui est une autre façon de le nommer, mais je dirais que le problème, c'est toujours le même. Il est très commun. Puis, dans ce module 8, je vais essayer de le décortiquer pour vous, là, pour que ce soit le plus simple et le plus clair possible. Pas pour vous aider à les résoudre, mais au moins pour vous aider à reconnaître ce genre de problème lorsque vous allez le rencontrer. En classe, demain, mardi, on va voir ça aussi, mais on va faire aussi une étude de cas en classe pour articuler et illustrer ce genre de conflit de loyauté. Je vous invite à venir en classe parce que non seulement on va faire une partie du contenu, mais on va tenter de résoudre entre nous cette étude de cas. Le problème classique du conflit de loyauté, il se formule de la façon suivante. Typiquement, on a un patron qui demande à un professionnel de poser un geste qui s'éloigne un peu de vos devoirs et obligations professionnelles. Donc, c'est toujours ça, là.
Conflit de loyauté multiple. Vous allez reconnaître d'ailleurs vos TP1 là, dans les problèmes que vous m'avez suggérés. Il y a plusieurs TP1 qui ressemblent à ça, là. Un patron qui demande à un professionnel, peux-tu faire ça? Accepterais-tu ça ou ce compromis pour toutes sortes de bonnes et moins bonnes raisons? Ah, mais il ne vous demande pas de tuer ou voler, là. Il vous demande juste d'accepter le fait de dévier un peu légèrement de vos obligations professionnelles. Puis pourquoi il vous demande ça? Votre patron ou la personne en position d'autorité, il va invoquer toutes sortes de choses. C'est souvent, bon, les intérêts financiers de la compagnie, ça revient presque toujours là, dans vos TP1. Le patron, là, il veut qu'on pose tel geste parce que sinon on va faire faillite. Puis souvent, je dis aux étudiants, là, ça prend quelque chose de plus concret, mais souvent votre patron va vous dire, c'est ça, on risque de perdre le contrat ou on a des enjeux financiers importants, il faudrait prendre telle décision ou tolérer momentanément tel type de pratique. Puis là, les enjeux, c'est souvent les mêmes. Là, c'est des enjeux de qualité, de fiabilité, de sécurité, évidemment, de santé publique, de sécurité financière, de protection du trésor public. C'est ça qui est en jeu. Puis, si vous avez ce genre de TP1, parce que sûrement, là, pour plusieurs d'entre vous, vous allez reconnaître des enjeux propres à votre TP1. Si vous passez à travers la grille de Legault, Legault va vous dire, pour cerner ce problème, tu dois l'aborder sous l'angle d'un conflit de loyauté. Donc, quand vous allez l'analyser, là, vous allez ultimement vous retrouver avec deux parties importantes, puis deux lots de valeurs qui s'affrontent. Typiquement, un conflit de loyauté, ça s'articule comment? Imaginez-vous je sais pas, une grille d'analyse, mais d'un côté, on a le contrat de travail. Donc, si vous avez un employeur qui est en position d'autorité, c'est parce que vous avez un contrat de travail. Ce contrat de travail, en raison de ce contrat de travail, vous devez allégeance et loyauté à votre employeur. Hein? Donc, ce contrat-là, là, quand on signe un contrat de travail, je le disais en classe, un contrat, ça a force de loi. Hein? Ça s'appuie sur le Code civil. Je l'ai dit en classe, mais un contrat, la loi sur les contrats, c'est ça. Là, c'est deux personnes qui signent un contrat. C'est deux personnes qui se donnent des lois à respecter entre les deux signataires. C'est ça, un contrat. Et une fois qu'on l'a signé tous les deux, il y a une nouvelle somme de lois que nous devons mutuellement de respecter. Et dans un contrat de travail, si vous avez signé votre contrat de travail, il y a votre employeur. Puis il y a vous. Puis vous, quand vous avez signé votre contrat de travail, moyennant l'échange d'un salaire, vous lui devez allégeance et loyauté à votre employeur. C'est ce que ça exige. Il vous donne un salaire et vous devez vous mettre au service de cet employeur. Donc ça, c'est important. C'est une part importante du conflit de loyauté. C'est là, c'est vrai, c'est encadré par une loi qui est la loi sur les contrats. Ça vous lie. Hein, c'est la première, quand on parle de conflit d'allégeance, il y a d'abord cette allégeance à votre employeur. L'autre partie, c'est que vous allez bientôt faire partie d'un ordre professionnel. Hein? Ça s'en vient, là. Alors, je sais pas. Mais étant donné que vous allez faire partie d'un ordre professionnel, vous avez l'obligation, vous le savez maintenant, de suivre un code de déontologie professionnelle qui, lui, découle, rappelons-le, du code des professions. Hein? Je vous ai tout raconté cette histoire-là. Mais ça, maintenant, ça aussi, c'est à force de loi. C'est là, tout en haut du système professionnel, rappelez-vous, là, il y a un ministre qui est responsable du système professionnel, qui lui relève de l'Assemblée nationale. Donc tout ça, ça aussi, c'est à force de loi. Et vous, un conflit de loyauté, c'est quoi? C'est un conflit entre ces deux grands pôles. Votre employeur et votre ordre professionnel. Deux figures d'autorité, deux systèmes qui s'appuient sur des lois, des normes, mais qui peuvent entrer en contradiction. Puis la question, pour vous,
devant un conflit de loyauté, ça va être de choisir. Hein? Quoi choisir? Qu'est-ce qui a le plus de force? Quelle forme d'autorité a le plus de pouvoir sur vous? Est-ce que c'est votre ordre ou est-ce que c'est votre patron? Et pour quelle raison vous choisiriez l'un ou l'autre? Simple, hein? C'est juste ça, un conflit de loyauté. Puis vous allez voir, il y a plusieurs pistes de réflexion, puis des pistes de réponse et d'analyse que je vais vous proposer dans le module 8. Mais c'est essentiellement le cœur du problème, là, c'est cette tension entre ces deux formes de loyauté. Puis déjà, vous vous demandez, c'est quoi que je vais choisir, moi, quand j'aurai un conflit de loyauté? Est-ce que je peux me permettre de choisir mon employeur et de laisser tomber mon ordre professionnel, ou est-ce que je suis contraint de me ranger du côté de mon ordre professionnel? Donc, dans ce podcast, je vais le mentionner aussi en classe, là, mais je vais vous donner quelques pistes pour vous aider à trancher dans ce conflit de loyauté. Puis, dans les prochaines minutes, je vais vous donner trois pistes, trois outils pour vous aider à résoudre ce genre de dilemme. Donc, restez concentrés, là, parce que là, je vais parler peut-être un peu plus longuement et un petit peu plus académiquement. Donc, prenez une pause, là, arrêtez de scroller puis de TikToker. Je ne sais pas si ça se dit dans votre langage, sinon moi je vais le dire. Donc, prenez une pause de tout ça, puis écoutez bien le podcast. Ça vous permettra déjà d'identifier ces trois outils là, qui peuvent vous aider à trancher justement lorsque vous êtes en tension entre les différentes formes d'autorité dont je parlais un peu plus tôt, la partie patronale et votre ordre professionnel. Et quoi faire lorsque je dois trancher? Parmi ces trois outils, le premier dont j'aimerais vous parler, c'est la loi. La loi. Lorsque vous serez face à un conflit de loyauté, la loi vous dit que vous devez donner préséance, donc priorité, à votre ordre professionnel. Donc ça, vous allez trouver ça dans toutes les lois relatives à la profession, toutes les lois qui encadrent, qui balisent la profession puis le monde du travail. Dans plusieurs lois, je vais les mentionner en classe, là, mais il y a certaines lois qui mentionnent explicitement que vous devez prioriser votre ordre professionnel, même si vous avez un contrat de travail. Même si vous avez un contrat de travail. Votre employeur doit lui aussi donner préséance à vos devoirs et obligations professionnelles. Donc, non seulement vous devez donner préséance et priorité à vos devoirs et obligations professionnelles, mais votre employeur aussi doit en tenir compte. Dans le Code des professions, par exemple, on mentionne explicitement cela. Vous allez le voir en classe, mais je dirais que de votre côté, déjà, vous pouvez retenir ça. Hein? Si vous êtes face à un conflit de loyauté, vous hésitez entre votre patron et votre ordre professionnel, la loi vous dit que vous devez donner priorité à votre ordre professionnel. La loi vous dit ça. Le deuxième outil, c'est la jurisprudence. Donc, savez-vous c'est quoi la jurisprudence? Je présume que oui, je l'ai mentionné à quelques reprises en classe, là, mais une jurisprudence, c'est quoi? C'est un jugement en cours. Hein? Si vous vous rendez devant les tribunaux un jour, le juge va rendre son jugement, puis chaque jugement fait éventuellement partie de la jurisprudence. Ce sont des décisions rendues devant les tribunaux, puis à partir de ces décisions-là, ça aussi, ça influence le droit d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'à travers leur jugement, les juges nous parlent. Hein? Ils nous disent ouais, il y a telle loi, mais telle loi, vous devriez aussi l'interpréter de telle façon. Du moins, c'est comme ça que je l'ai interprété. Moi, je parle comme si j'étais un juge, là. C'est ce que le juge fait dans son jugement. Il fait jurisprudence. Il vous dit qu'est-ce que vous devriez faire en tenant compte des lois applicables. Puis, c'est la même chose qui se passe en matière de professionnalisme. Donc ça, il y a eu plusieurs cas qui se sont rendus devant les tribunaux. Des cas qui ressemblent à un conflit de loyauté,
comme je vous l'ai formulé un peu plus tôt, là, un cas où un employeur demande à un professionnel de dévier un petit peu de son code de déontologie professionnelle, puis ça se retrouve devant les tribunaux. Puis le juge va le confirmer ou non, là, ce que je vous dis là. En matière de la loi, ce que vous allez trouver dans la jurisprudence, ce sont des juges qui nous rappellent que ce que devrait faire un professionnel, c'est se conformer ou se ranger derrière son allégeance envers son ordre professionnel. Donc, si vous avez une tension, là, ce qu'on voit dans les tribunaux, c'est toujours ça, là, c'est le professionnel, là, il a un contrat de travail, puis son employeur lui a demandé quelque chose, puis il l'a fait. Puis là, ça se retrouve devant les tribunaux, puis le professionnel se défend. Ben, c'est normal, je l'ai fait, j'ai pas eu le choix, c'est mon patron qui me l'a demandé. Ben, vous allez voir que devant les tribunaux, les jugements dans la jurisprudence, là, c'est beaucoup plus sévère que vous le pensez, là. C'est-à-dire que souvent, le juge va dire non seulement tu aurais dû te ranger derrière ton ordre professionnel, mais ce n'est pas une défense recevable. Parce que la loi t'oblige à t'opposer à un employeur qui te demanderait de t'éloigner de tes devoirs et obligations professionnelles. Donc ça, même dans les jugements, donc la loi vous dit ça, et lorsque les juges interprètent la loi devant les tribunaux, on vous redit ça. Donc ça pointe exactement dans la même direction. La loi vous dit que vous devez allégeance en priorité à votre ordre professionnel. Puis les juges, lorsqu'ils interprètent la loi, vous disent la même chose. Tu dois te ranger derrière tes devoirs et obligations professionnelles. Le troisième outil que je vais vous expliquer en classe, c'est la doctrine. Donc la doctrine, c'est quoi la doctrine? C'est tous les experts là, que vous voyez, je ne sais pas où de connaître. Là. Les juristes sont pas mal dans ce coin-là. Là. Ce sont des experts qui analysent la loi, qui analysent la jurisprudence, puis qui font un travail pour faire émerger une nouvelle forme de savoir académique là, qui est dans l'analyse de tout ça. Les juristes à l'université, les profs, là, c'est exactement ce qu'ils font. Ils vont publier le savoir dans des ouvrages. Puis dans ces ouvrages d'experts qui interprètent la loi, qui comprennent la jurisprudence, puis qui l'analysent, les experts disent la même chose. Les experts nous rappellent que la loi et la jurisprudence vous demandent et exigent que vous priorisiez, je vais le dire comme ça, priorisiez vos devoirs et obligations professionnelles. Donc, ça vous donne 3 outils, là, si jamais quelqu'un autour de vous vous dit ben là, je ne sais pas, moi j'hésite, là, j'ai quand même un contrat de travail, puis c'est mon patron qui m'a demandé de faire ça. Je sais que j'ai des devoirs et obligations professionnelles, mais je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Ben, vous pouvez lui dire, moi, ce que je te suggère, c'est de te ranger du côté de la loi. La loi te dit que tu dois te ranger derrière ton ordre professionnel. La jurisprudence te dit que tu dois te ranger derrière ton ordre professionnel. Puis la doctrine aussi, les experts pointent dans la même direction. Fait que tu peux hésiter, mais typiquement, à travers la loi, la jurisprudence, la doctrine, on te dit que tu devrais prioriser ton ordre professionnel. Et pourquoi vous parlez de ce genre de problème? Parce que ce genre de dilemme, de conflit de loyauté, là, ça pose un réel problème, je dirais, dans l'exercice de la profession parce que, vous le voyez, là, même si la loi, même si la jurisprudence, même si la doctrine pointe dans la même direction puis vous rappelle que vous devez allégeance à votre ordre professionnel, la réalité, ce qui se passe dans la réalité, c'est loin de prendre cette même direction-là. En fait, ce qu'on constate, puis c'est pas la première fois que je vais le dire dans ce cours, mais je vais le répéter ici, je vais le répéter en classe, là. Ce qui se passe, c'est que votre identité professionnelle, ce qui fait l'identité professionnelle, c'est votre rapport à votre ordre professionnel. Dans quelle mesure vous vous sentez partie prenante
de cet ordre professionnel. Donc, cette identité professionnelle, elle s'affaiblit, elle s'effrite. Puis, ce qui fait en sorte que, typiquement, on s'attendrait à ce que les professionnels se rangent du côté de leur ordre professionnel, mais ce qu'on voit concrètement sur le terrain, c'est que lorsqu'il y a ce genre de conflit, votre identité professionnelle est si faible que vous allez vous ranger du côté de votre employeur. Et dès les premières années de travail, là, ce qu'on constate, c'est que c'est votre identité professionnelle, elle tend à disparaître pour être remplacée par votre identité propre à votre employeur. Hein. Vous allez finir par fondre votre identité à celle de votre employeur. Je suis d'abord un employé de telle compagnie. Ça fait partie de moi. Et ça fait beaucoup plus partie de moi que mon ordre professionnel. C'est ce que ça veut dire. D'ailleurs, dans les lectures du cours cette semaine, je vous ai proposé le rapport Bégin-Rondeau-Marchand. Donc, c'est un beau rapport sur l'effondrement du viaduc de la Concorde. Puis vous irez lire le rapport en question. Il y a un passage que j'ai ici pour vous, que j'ai retenu pour vous. Là. Dans le passage en question, on mentionne que après 1 an dans leur premier emploi, les jeunes professionnels, c'est vous ça, après 1 an dans leur emploi, les jeunes professionnels restent conscients de leurs devoirs envers leurs clients. Et là, ici, il faut entendre le patron. Là. Après 1 an, ils restent conscients de leurs devoirs envers leurs clients, mais ne mentionnent plus leurs devoirs et obligations envers la société. Hein? C'est 1 an. C'est tout. C'est tout ce que ça vous prend là, pour oublier. Moi, je m'acharne à vous rappeler, vous allez faire partie d'un ordre professionnel, je vous raconte l'histoire, puis à la fin de votre cours, vous allez dire, mon Dieu, c'est vrai, on a un ordre professionnel, c'est important. Ben, après 1 an, tout ça aura disparu. C'est tout ce que ça prend pour oublier. Non seulement ça prend 1 an pour oublier votre identité professionnelle, mais ce que ça fait, c'est que ça prend aussi également seulement 1 an pour oublier l'existence même d'un conflit de loyauté. Hein? C'est-à-dire que pour reconnaître un conflit de loyauté, ça vous prend les 2 identités. Hein? C'est ça que ça vous prend. Là. Si vous êtes capable de reconnaître un conflit de loyauté, c'est parce que vous voyez 2 identités. D'abord, vous êtes un employé, vous avez un contrat de travail. Ça, vous le voyez bien. Mais après 1 an, ce que vous ne voyez plus, c'est l'autre. C'est que vous êtes un professionnel, vous faites partie d'un ordre professionnel avec ses valeurs, avec ses propres visées, puis que vous vous êtes engagé à défendre cette profession, que vous avez des devoirs et obligations professionnelles, ça a disparu. Puis pour reconnaître un conflit de loyauté, il faut reconnaître les 2 identités. 2 rôles, employé et professionnel. 2 documents normatifs, le contrat de travail et le code des professions. Puis le problème moderne dont je discutais un peu plus tôt, c'est que dans l'exercice de la profession, vous devriez hésiter. Minimalement, vous devriez hésiter entre les 2. Vous devriez, si vous avez écouté ce contenu, si vous avez retenu une partie de ce contenu, bien, vous devriez choisir parmi ces deux identités, vous devriez choisir votre identité professionnelle. Hein? C'est ce que la loi, la jurisprudence, la doctrine vous dit. Mais sociologiquement, ce qu'on voit, ce qu'on constate sur le terrain, c'est le contraire. C'est que votre identité professionnelle a disparu, puis vous vous rangez derrière votre employeur. Il n'y a même plus de conflit de loyauté. Pour vous, ce n'est même plus un dilemme. Ce que j'essaie de faire, moi là, en vous jasant là, en ce moment, là, ce que j'essaie de faire, c'est vous faire reconnaître, apprendre, puis rendre un petit peu plus pérenne la reconnaissance de ce conflit de loyauté. Puis moi, c'est ce que j'essaie de faire au cours pendant le cours, à travers l'exploration de ces différents modules, j'essaie de faire grandir un peu votre identité professionnelle. Hein, j'essaie de vous reconnaître à l'histoire de vos prédécesseurs, mettre en évidence les valeurs sous-jacentes à l'exercice de la profession.
J'essaie de donner sens à tout ça, là. Pas juste de vous dire, vous avez un code, il faut le suivre. J'essaie de vous montrer que ce code a une certaine pertinence, une certaine importance et une certaine valeur. Pourtant, ce qui se passe, puis j'aime bien le répéter ici dans le podcast, mais dans le cours aussi, ce qui se passe, c'est que votre identité professionnelle va être à son maximum à la fin de ce cours. C'est-à-dire qu'à la fin de l'examen FI 3900 là, dans quelques semaines, ou peut-être lorsque vous allez faire votre promesse, vous allez avoir votre promesse d'allégeance à votre ordre professionnel, c'est peut-être là que ça sera à son plus fort. Votre identité professionnelle, c'est vous dire à quel point ce ne sera pas si fort que ça, là. Le problème, il est important. Hein, la loi, la jurisprudence, la doctrine vous dit, vous devez prioriser vos devoirs et obligations professionnelles. Puis vous allez faire le contraire. Sur le terrain, dès que vous allez vous trouver un employeur, votre identité professionnelle va laisser de plus en plus de place à votre identité corporative, là, celle qui vous lie à votre employeur. C'est-à-dire que cette identité, elle se fusionnera à votre identité personnelle, puis à ce moment-là, il ne restera plus grand-chose de votre identité professionnelle. Puis cette disparition, c'est ça le problème. Hein? C'est que la disparition progressive de votre identité professionnelle, ça nuira à votre capacité à reconnaître un conflit de loyauté. Hein? Tranquillement, ce qui se passe, c'est que vous allez oublier l'existence même de ce conflit de loyauté en faisant disparaître une partie du dilemme. Vous n'aurez même plus à résoudre ce dilemme parce que vous ne serez même plus capable de reconnaître qu'il y a dilemme. Et pourtant, ce conflit de loyauté, il existera toujours. Hein, au sens de la loi, il est là, il existe, mais vous ne le verrez plus. Quand on regarde les différents problèmes, le viaduc de la Concorde, la commission Charbonneau, c'est souvent le constat qu'on fait, là. C'est des professionnels qui, évidemment, sont capables de reconnaître qu'ils doivent allégeance à leur employeur, mais qui ne reconnaissent plus qu'ils ont une forme d'allégeance quelconque à leur ordre professionnel ou qu'ils ont définitivement renoncé à leur allégeance envers leur ordre professionnel pour se ranger derrière leur l'identité propre à leur employeur. Leur employeur et eux se sont fusionnés pour créer une belle, seule et vraie identité. Identité professionnelle, effritement de l'identité professionnelle, et donc disparition d'un vrai dilemme qui est celui du problème des loyautés multiples. Pour reconnaître qu'il y a un dilemme, il faut être capable, là, au sens de capacité, de compétence de reconnaître les deux parties du dilemme en question. Allégeance envers son employeur, allégeance envers son ordre professionnel. Et une loi, une jurisprudence, une doctrine qui vous dit de prioriser le second par rapport au premier. OK, ce sera tout pour ce module 8. 30 minutes, pourquoi pas? Hein, c'est un podcast un peu plus court. Mais voilà, cette semaine, ce sera un peu plus simple, je dirais, comme contenu de podcast. La semaine, déjà la semaine de lecture, ça s'en vient. Je vous dis déjà que la semaine prochaine, pendant votre semaine de lecture, je vais publier un autre épisode du podcast, mais c'est un épisode qui sera consacré à mes instructions concernant le TP2. Hein, le TP2, là, ça aussi, ça s'en vient. Pour vous, c'est dû le 30 novembre. Vous me direz, ça laisse quand même quelques semaines. Là. Si on regarde un calendrier, je regarde à côté de moi, c'est à peu près 5-6 semaines, là, disons 6 samedis qu'il vous reste là, pour faire votre TP2. 6 samedis, pourquoi pas entamer les travaux pendant la semaine de lecture? Hein, profitez de cette semaine-là là, pour déjà communiquer avec les membres, vous assurer que tout le monde est bien actif et engagé. On planifie les travaux. Il reste 6 semaines, 6 samedis. Voici un calendrier qui va être là la semaine prochaine, qui sera là dans 2 semaines, qui sera là dans 3 semaines. On se réunit le samedi après-midi, puis on planifie tout ça, puis ça vous permettra
de faire un TP2 dans les temps. Si vous respectez les temps et échéanciers, je pourrais peut-être même vous accompagner, répondre à vos questions, mais c'est sûr que si vous décidez de faire ça dans la dernière semaine, ça se peut bien que je sois bien loin de pouvoir répondre à vos questions et problèmes. Donc, soyez prudents, commencez ça dès la semaine de lecture et pendant cette semaine de lecture, je vais vous publier un autre épisode du podcast pour vous donner mes principales instructions. Ça vous permettra de partager peut-être cet épisode à celles et ceux dans votre équipe qui participent un peu moins en disant le TP2, ça s'en vient. Prépare-toi, va écouter les instructions, puis vous mettrez l'hyperlien de l'épisode en question. Sinon, c'est tout pour cette semaine. On se revoit en classe demain pour plusieurs d'entre vous. Sinon, la semaine prochaine pour mes instructions concernant le TP2. Allez, bye bye. OK, l'indice cette semaine, j'ai envie de vous demander quelque chose de différent cette semaine. J'ai envie que vous me transmettiez une photo. Il y en a quelques-uns qui m'envoient ce genre de photos-là. J'aime bien ça. Donc, une photo de votre lieu d'écoute des podcasts. Donc, la ville, l'endroit où vous marchez, votre café préféré. Là, ici, faites attention aux enjeux de confidentialité. Je ne veux pas avoir des photos de votre lieu privé, votre chambre, par exemple. Je sais qu'il y en a qui vont l'écouter. Je ne veux pas de photos, s'il vous plaît, de votre chambre. Puis si tout ça, cette histoire de photos-là, ce que je veux, c'est ça, des photos de je suis dehors, je suis en train de marcher, je suis sur le campus, je suis devant mon PC, je prends une photo de mon PC. C'est ce que je veux, là, des photos qui décriraient bien c'est quoi l'écoute du podcast pour un étudiant. J'aime bien ça, de savoir à quoi ça ressemble pour vous écouter un podcast. Donc, de belles photos. D'ailleurs, il va y avoir un concours. La plus belle photo va sûrement se mériter un badge. Puis, si cette histoire de photo-là vous intimide un peu, je ne veux pas non plus insister là-dessus. Vous m'enverrez peut-être envoyez-moi aussi peut-être les 3 principaux mots et concepts que j'ai explorés dans ce podcast. La loi, la doctrine, la jurisprudence. Donc, ces 3 mots-là, avec une photo optionnelle. Puis, si vous participez au concours de photos, il y a un badge qui est derrière tout ça. OK, allez, bye bye.